Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me permet de recevoir Sophie Embouche-Fira, qui a rédigé et soutenu au mois de décembre une thèse dont vous allez, Sophie, nous rappeler le titre, je ne m'en lasse pas. Les sources aveyronaises de la limonade parisienne, une sociologie historique d'une forme sociale et entrepreneuriale. Alors, cette activité de la limonade, nous avons essayé de la décrire, d'en parcourir un peu l'histoire, et vous avez montré qu'un certain nombre d'éléments la caractérisaient, la rendaient originale, lui appartenait en propre. On ne la retrouve pas dans d'autres communautés provinciales installées à Paris, qui d'ailleurs ont fini par éclater, puisque par exemple la communauté bretonne, qui était celle à laquelle on pensait le plus parce que c'était statistiquement le plus grand nombre de gens qui avaient immigré à Paris. Est-ce que c'est d'ailleurs parce que cette communauté ne s'est pas organisée autour d'une activité en particulier, contrairement à celle des Aveyronnais, ou est-ce que c'est parce que, sentant l'immigration nécessaire venir, il y avait eu, comme vous nous l'avez montré aussi, une préparation, un accueil prévu pour cette communauté aveyronnaise, accueil organisé à la fois par les notables du département et par l'Église qui a exporté des prêtres. Il y a une paroisse aveyronnaise à Paris, comme il y a des amicales. Sur cette question des raisons pour lesquelles la Bretagne n'a pas produit le même type d'émigration que l'Aveyron, vous avez... Oh, il faudrait probablement faire un travail d'investigation aussi intense, mais je pense honnêtement que les activités économiques, la proximité avec ce marché de cette communauté de co-appartenance régionale explique en grande partie les raisons de la continuité. On a des fonds de commerce à Paris qui sont exploités par des co-originaires de l'Aveyron depuis plus de 50 ans. Donc c'est dire l'intimité qu'il existe entre des villages aveyronnais et une adresse commerciale parisienne. Des grands-parents qui ont exploité ce fonds, sincèrement, il y a peu de type de commerce qui peut se prévaloir d'une telle continuité dans l'espace urbain. J'ai oublié de dire quelque chose dans notre premier entretien, qui est que vous avez fait un peu de la recherche participante ou passive, je ne sais plus comment on dit, de toute façon le mot n'est pas très joli. Je veux dire que vous travaillez comme serveur dans des affaires aveyronnaises, et en quoi ça vous a aidé, qu'est-ce que ça vous a appris pour votre travail d'historien? Oui, ça c'était l'enquête préliminaire. Alors moi, j'avais fait une partie de mes études en Belgique, à Bruxelles, et j'étais venu à Paris en janvier 2019 comme garçon de café, embauché par un camarade de classe qui, lui, partait entreprendre dans la limonade. Et donc, j'ai découvert Paris, j'ai découvert les sociabilités entre cafetiers aveyronnais à Paris, et j'ai découvert surtout une géographie de la limonade. Cette géographie de la limonade, elle est présentée dans le travail de thèse. Comment on passe d'un bistrot à un autre, comment on nous explique l'histoire de ce bistrot, comment l'entrepreneur est arrivé dans ce bistrot, etc. Et ça m'a servi pour ça, la géographie de la limonade, la compréhension d'un métier. Je connais bien ce métier, je connais bien le travail en rang, la discipline qu'il faut, le devenir, la saisonnalité de Paris, les types de clientèle à Paris, les types de quartiers. Vous voyez qu'on est là dans des éléments de connaissance énormes et importants pour la réussite de ce commerce. C'est donc Léon Paul Fargue qui disait que le café est sans doute l'institution la plus solide de France. Et donc, il faut voir aussi comment ça continue, comment ça se maintient, malgré les crises dont on peut parler. La chute du nombre de débits de boissons, la baisse de la consommation d'alcool, la concurrence féroce, etc. Et donc, je pense que les Aveyronnais, les originaires de l'Aveyron, ont fait face, des familles entières ont fait face à la crise du bistrot, par exemple, ont dû, pour certains, aller se doter d'un four micro-ondes. Quand toute sa vie, on n'a fait que du café, du calva et de la bière ou du vin, acheter au four micro-ondes et se mettre au travail, et voilà. Et ça, je l'observe aussi, à travers les archives audiovisuelles de l'INA, notamment. Donc, ça a été une source pour mon travail.
l'iconographie. Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives audiovisuelles de Euh, l'ENA? tout un tas de reportages, donc comme on le disait, qui entretiennent le récit et la légende des Aveyronnais de Paris. Donc là, vous avez toutes les clés de compréhension, mais aussi des choses plus fines avec des témoignages de cafetiers, avec des éléments de crise, notamment par exemple la crise de la vache folle qui a touché les restaurateurs parisiens à la fin des années 90, des législations aussi, l'arrêté préfectoral qui interdit de créer un débit de boisson à moins de 75 mètres d'un autre. Tout ça, ça modifie la géographie de la limonade que les co-originaires de l'Aveyron, que les familles ont connu depuis le début du siècle. Ce n'est plus la même chose, Paris a changé. Et là aussi, les Halles, grâce aux archives audiovisuelles, j'ai pu être immergé dans ce monde de, de légumes, de primeurs, de viande, de boissons, de champagne, de vin, de fêtes aussi. Alors, dans ces évolutions du métier et la raréfaction des établissements, est-ce que les vieilles recettes marchent encore? Je veux dire, est-ce que les amicales continuent à être utiles? Est-ce que le système de crédit, dont d'ailleurs il faudrait peut-être un peu expliquer en quoi il consiste, puisque c'est de la tontine en fait, le système, c'est un système quasi chinois, est-ce qu'il continue à permettre à des Aveyronnais ambitieux qui veulent faire carrière dans la bistrotaille de passer d'une petite affaire à une moyenne affaire et d'une situation de gérant salarié à gérant propriétaire, puis d'une moyenne affaire à une grande affaire, etc. Quel est le tableau qu'on peut faire de Le ça aujourd'hui? tableau qu'on peut faire, alors c'est vrai que jusqu'au milieu des années 70, il y avait une forme de tontine, on prêtait de l'argent au sein de ce secteur professionnel, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire se connaître, assurer le débit des produits, puisqu'on fait de la bière, il faut bien la vendre, hein, donc il faut s'assurer que la bière soit vendue. Les années 70, c'est aussi l'émergence de gros acteurs brasseurs, et Heineken qui arrive sur le marché français, Kronenbourg qui se structure. Et donc, courant des années 80, il y a la banque, le secteur bancaire qui arrive dans ce marché. Et la banque a eu du mal un peu à comprendre comment ça marchait, puisque la banque prêtait avec des méthodes d'analyse de scoring, ce que l'on appelle, mais ça ne marchait pas tout le temps. Parce qu'on l'a dit, le bistrot, le débit de boisson, le café-restaurant, c'est une amplitude horaire énorme. Aujourd'hui, c'est extrêmement consommateur de ressources humaines. C'est parfois c'est deux métiers, la salle et la cuisine. Alors, avant, il y avait un couple, donc on pouvait imaginer que voilà, mais aujourd'hui, la cuisine est tellement technique que c'est compliqué. Donc cet argent, il circulait jusque dans les années 70 entre prêteurs avec des marchands de fonds de commerce qui assuraient un petit peu ces modalités, avec des entrepositaires aussi qui permettaient de garantir tout cela, si le candidat en était capable, si le couple en était capable, puisqu'il y a un énorme travail féminin derrière qui a souvent été invisibilisé, mais les femmes ont toujours été là, ont toujours participé à ces activités économiques et à ces réussites. Il n'empêche que parfois il peut y avoir des faillites, des quartiers qui changent, des clientèles qui changent, les bistrots meurent aussi, hein. Donc, dans les années 80, face aux banques et à la concurrence de plus en plus énorme d'autres types de restauration, le fast-food, les années 80, c'est aussi le groupe Accor, c'est tout ça qui se met en place, hein, des énormes structures sur ce marché, McDonald's, Quick, des groupes de restauration vraiment qui naissent. Et donc, c'est vrai que le bistrot indépendant tend un peu à être extrêmement concurrencé, pas avec les mêmes méthodes. Mais certains arrivent à accumuler plusieurs affaires dans des emplacements stratégiques, à s'intéresser à l'esthétique du restaurant. Et l'esthétique du restaurant, celle qui a été le plus mise en avant, c'est le Café Coste aux Halles en 1984. C'est-à-dire proposer autre chose de la jeunesse parisienne, du café parisien, du loisir, de la limonade parisienne.
Donc, C'est une drôle d'histoire, l'histoire du Café Coste, parce que ça n'a jamais existé en réalité. Le Café Coste, à peine ouvert, il a été fermé. C'était quand les frères Coste, qui avaient déjà le Café Beaubourg à ce moment-là, quand ils ont ouvert le Café Coste, ils ont fait appel à Philippe Starck pour en faire la décoration, ce qui leur a valu une quantité. Philippe Starck était au sommet de sa réputation, et ça a valu aux frères Coste une quantité d'articles qui ne leur ont pas coûté un sou, une publicité formidable. Ça ressemble d'ailleurs à ce que Marcelin Cazes avait fait chez Lippe, où il avait pris le père de Léon-Paul Fargue, qui était le céramiste le plus mmh, remarquable, d'ailleurs les céramiques sont magnifiques, de l'époque, et ça lui avait aussi valu beaucoup de publicité. Mais quand les frères Coste ont vu les effets du Forum des Halles, dont beaucoup de gens, y compris les gens qui géraient le Forum des Halles, la société Unibail, racontaient à tout le monde que le Forum des Halles, ça allait être le prolongement du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, évidemment, la population descendue du RER venant de la Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs n'était pas exactement la clientèle du Faubourg Saint-Honoré. Et la clientèle du Faubourg Saint-Honoré, il ne faut pas oublier qu'il y avait au premier étage du Forum des Halles, il y avait Saint-Laurent, il y avait Tarlazzi, qui était le couturier des executive women. Il y avait Pinet, qui était le chausseur de sachant chausser, je veux dire, le mmh. plus chic. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais effectivement, les dames qui allaient d'habitude chez Saint-Laurent, elles ont vu en 5 minutes davantage de Noirs et de Maghrébins qu'elles n'en avaient vu dans toute leur existence, et elles sont pas revenues. Mais quand les frères Coste ont vu ça, ils ont fermé boutique. Oui, Et ils ont vendu, je me souviens, un Naf-Naf, à qui n'avait pas 9-9, oui. grand-chose Mais il est créé en à voir. 1984, il ferme en 94. Il fait moins de 10 ans, oui. Moins Oui, de enfin, 10 ans. Mais et Beaubourg, il me semble, Beaubourg, oui, d'ailleurs, ils rachètent 2 boutiques, Gilbert Coste, et eux ont transformé évidemment la restauration parisienne. Ils avaient une idée, et également ils avaient appris auprès d'anciens limonadiers aveyronnais. Et Marcelin Cazes, c'est pareil, il arrive dans un espace qui se transforme. On a beaucoup parlé des artistes de Saint-Germain, ceux qui étaient descendus de Montmartre, passés à Montparnasse, qui traînaient à Saint-Germain. Voilà, ce monde aveyronnais est pris dans un monde parisien. Est pris dans un monde, comme les Costes ont été pris dans un monde parisien. Oui, il est pris dans un monde parisien, mais en même temps, il lui donne, il en crée des figures. C'est-à-dire tout ça a totalement disparu, mais ça n'a pas disparu il y a tellement longtemps. La preuve, c'est que j'ai connu cette période-là. C'est quand on allait chez Lippe, il y avait Cazes, alors c'était en fait Roger, son Roger Cazes. neveu, qui, selon qui vous étiez, vous envoyez en enfer, c'est-à-dire au premier étage, ou bien vous donnez une table au rez-de-chaussée. C'était d'ailleurs pas forcément, enfin, il fallait être reconnu, mais ce qui était très impressionnant, c'est que c'est la qualité psychologique en l'occurrence de Roger Cazes, c'est-à-dire que et l'étendue de sa connaissance de qui était quoi dans quel monde. Et au fond, emmener un client ou un obligé chez Lippe et être reçu par Roger Cazes et installé au rez-de-chaussée, c'était quelque chose qui comptait dans la manière de se promouvoir soi-même. Ça a disparu, et même on peut faire une chose qui aurait fait, je pense, se jeter par la fenêtre le père Cazes, enfin le père et même le neveu, qu'on peut réserver maintenant. Alors ça, c'est vraiment c'est la fin du monde. Mais dans cet univers dont vous avez dit l'importance de ce qui demeure et en même temps, quelquefois, sa fragilité, est-ce que les amicales jouent toujours un rôle positif, ou est-ce qu'elles entretiennent une certaine rivalité, un certain esprit de clocher? Non, les amicales, le mouvement amicaliste s'est énormément réduit. Il y a moins d'amicales de village. Celles qui entretiennent des banquets ou des événements en Aveyron se comptent en quelques dizaines. Néanmoins, il y a des associations sportives qui font des championnats, donc qui font se fréquenter les gens. Et il y a aussi ce qui demeure, qui est la Fédération des Aveyronnais d'ici et d'ailleurs, le nouveau nom de la Fédération nationale des amicales aveyronnaises, fondée en 1947, et qui aujourd'hui est animée par une jeune présidente extrêmement dynamique, qui a l'idée de promouvoir la jeunesse à travers
le bâtiment Loustal, et donc de Alors, promouvoir. l'Oustal, il faut dire un mot de ce que c'est. C'est une tour qui est construite à Bercy, sur les emplacements des anciens entrepôts de vin de Bercy, dans lequel il y a un peu moins d'une centaine de logements de 1 et 2 pièces à peu près, pour pouvoir... qui sont des logements dont l'attribution est totalement illégale, puisqu'il s'agit de la préférence départementale. C'est même pas la préférence nationale que prônait le front du même nom à un moment donné, mais c'est une préférence départementale. Mais enfin, ne ferons pas de reproches. L'attribution se fait à partir d'une association. Donc voilà, participer à cette association donne le droit au logement. Elle demande une participation. Oui. Mais ça a été d'ailleurs, c'est un exemple, je trouve, assez intéressant d'une forme de solidarité bien pensée. C'est-à-dire que à l'époque où, comment s'appelle-t-il, Maurice Solignac, qui était le patron ce qui s'appelle aujourd'hui les Grandes Marches, mais qui s'était à un moment donné, qui s'était appelé la Tour d'Argent à côté de l'Opéra Bastille. Personnage très intéressant d'ailleurs que Maurice Solignac, qui était né dans le bistrot dont il était le propriétaire, et qui avait fait l'ESSEC, ce qui il aurait aujourd'hui 110 ou 112 ans, quelque chose comme ça. 1920. Oui, donc c'était pas très fréquent, et donc il avait été l'artisan, il a été un peu le Metternich de la Fédération des Amicales Aveyronaises, en les amenant à créer cette tour, Loustal, et en trouvant les financements. Mais ce financement était, au fond, on demandait à ceux qui finançaient d'accepter une rentabilité un peu moindre que celle qu'on pouvait avoir sur le marché ou dans des placements, mais il y avait une rentabilité. C'est ceux qui ont investi là-dedans ont gagné. Oui, et puis surtout, ça a été demandé à une génération qui se rappelle comment elle est arrivée à Paris dans les années 50. Et les années 50 à Paris, il y avait une crise du logement. Il faut se rappeler, les années 50-60, une crise du logement énorme. Certains ont commencé dans des appartements en sous-pente. Pour certains, ça a été compliqué. Moi, j'ai des témoins qui m'ont raconté ça. Donc des témoins qui n'étaient pas forcément limonadiers, mais qui venaient fonctionnaires ou autres, pour qui ça a été très compliqué. Donc même chez les limonadiers, ça les a marqués. L'accueil Rouerga, ça demeure l'accueil Rouerga, qui avait déjà été fait au foyer de la Cité des Fleurs en 1956 avec l'association Loukantou. On voit bien Loukantou, l'idée qu'il y a derrière. Et le foyer de la Cité des Fleurs, c'est tenu par des religieux. Aujourd'hui, c'est laïque. Oui, mais quand ça a été créé, c'était les trois paroisses. C'était les trois paroisses lozériennes, cantaliennes et aveyronaises, qui montrent que quelquefois l'Aveyronnais peut s'associer. Oui, surtout que quand celui qui dirigeait la paroisse cantalienne était le cardinal Marty. Oui. Bon, les liens sont toujours proches. Il n'était pas encore cardinal. Mais maintenant que la situation a beaucoup évolué, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec l'apparition de certaines chaînes, avec l'apparition des fast-foods, etc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme avenir pour les brasseries aveyronnaises ? L'avenir pour les brasseries aveyronnaises, donc je le disais tout à l'heure, elles demandent énormément de main-d'œuvre, donc c'est toujours intéressant. Et disons que Paris, ça fait envie quand on est en Aveyron. Donc moi, j'ai le cas de plusieurs jeunes camarades de l'école qui sont montés à Paris. Tous ne sont pas restés. Un qui est redescendu en Aveyron, à Rodez, travailler dans la restauration. Il n'avait pas de diplôme et pas forcément de perspective de métier, mais ce passage par Paris l'a fait devenir un travailleur de la restauration. Un autre qui a développé une affaire dans la banlieue toulousaine. Donc, c'est toujours intéressant de monter à Paris, on y apprend toujours quelque chose, hein, surtout quand on a entre 20 et 25 ans, il n'y a pas beaucoup de risques quand même. C'est bien d'aller voir la ville. Dans la thèse, je montre aussi comment, dans les années 80, on a parlé du phénomène Coste, tout à fait singulier, une singularité, comment les innovations émergent. Et une des innovations qui a émergé en partie dans ce monde aveyronnais, c'est peut-être le fooding aussi. Son fondateur, Alexandre Camas, est immergé dans ce monde-là. Ses grands-parents étaient bistrotiers, originaires du nord de l'Aveyron. Ses parents l'étaient aussi. Lui-même a travaillé longtemps dans ce monde-là. Et donc, comment il a vu ce monde, le monde du banquet un peu aussi, disparaître, etc. Et comment il a compris, avec d'autres, qu'il fallait que la restauration parisienne allait changer, et a changé. C'est le développement de la bistronomie. À partir des années 90, début des années 2000, la bistronomie, c'est le phénomène qui emporte tout.
Alors allez-y, définissez la Alors la bistronomie. bistronomie, disons que c'est, les techniques, des palaces, mais avec des produits plus simples. Donc on va soigner la présentation de l'assiette et d'autres éléments esthétiques, tout en travaillant des produits moins onéreux. Et de cette façon, on propose une assiette tout à fait rafraîchissante, tout à fait originale, disons, plutôt que la blanquette, le pot-au-feu, la crème caramel, qui était aussi tout un répertoire présenté par un autre guide, qui était le guide Lebé, le petit bistrot le petit bistrot des Lebé, et qui, lui, à partir de 87, le premier Lebé, je pense, structure tout ce monde-là de bistrot. Qu'est-ce qu'un bistrot? Vous prenez Lebé, il va vous le dire. Il faut qu'on ait les œufs maillots, donc il a d'ailleurs créé l'association de sauvegarde de l'œuf maillot. Et là, dans les années 90, on a avec le fooding tout autre chose. Tout autre chose. Et donc, la brasserie avéronaise, elle demeure avec ses emplacements, avec ces hommes et ces femmes qui sont là dans leurs affaires, à accueillir des gens, qui sont là à créer de nouvelles choses aussi. C'est notamment le cas d'entrepreneurs qui font des choses assez folles encore aujourd'hui, c'est-à-dire créer des brasseries, racheter la librairie voisine qui a périclité ou la laverie et de monter des espèces de mastodontes de 400 places pour accueillir la population parisienne et les touristes. Donc, eux sont toujours aussi entreprenants, ont toujours de l'idée et participent toujours à la vitalité et la construction de la restauration parisienne. Mais à la marge, se créent des choses aussi. Alors, ne laissons quand même pas croire que tout est rose dans le secteur de la limonade. Il y a des affaires qui se cassent la figure. Je pense à une dont je ne sais pas très bien pourquoi elle s'est cassée la figure, mais ça s'appelait Batifol. Est-ce que vous avez rencontré ce Batifol qui était Oui. au départ, l'idée, c'est plusieurs boutiques, enfin, plusieurs Chaîne. établissements, voilà, une chaîne, et des plats plutôt du type œuf mayonnaise, pot-au-feu, blanquette, etc., sous vide, si je me souviens bien, et distribué dans les différents éléments de la chaîne. Est-ce que je me trompe? Là aussi, on a un sacré entrepreneur qui s'appelle Gérard Joly et qui, avec son épouse, ont eu une carrière entrepreneuriale assez extraordinaire. Son idée, c'est la centrale d'achat. Donc, on revient à ce milieu des années 80. Je parlais du guide Lebé, donc le bistrot, la cuisine de terroir, roborative, etc. Et lui se dit qu'avec une centrale d'achat et l'ouverture de plusieurs unités, il va pouvoir faire des prix plutôt bas. Donc, le menu était à 100 francs, quinzaine d'euros à peu près. On retrouve tous les classiques du bistrot. Ça a marqué énormément de générations. Il y avait le Batifol aux Halles, rue Mondétour. Il y avait le Batifol en face de l'Institut du monde arabe, là, boulevard Saint-Germain. Il y en avait un autre à République aussi. Donc, il y avait peut-être, il est monté à une quinzaine d'unités, je pense. Et vous parliez du sous-vide. Alors, le sous-vide, par un reportage télévisé qui montrait que les restaurateurs utilisaient le sous-vide, sous un angle un petit peu péjoratif. Mais en fait, le sous-vide, c'est une technique culinaire extrêmement innovante, inventée par un Français, qui permet de conserver les saveurs et les goûts. Donc, aujourd'hui, quand je parlais des cuisines qui se sont techniquement évoluées, nombreux sont les restaurants qui ont des cellules de mise à froid. Donc, vous préparez par exemple vos blancs de poulet, vous allez à la cellule de mise à froid, vous les mettez sous vide et vous avez un poulet qui garde un goût très bien. Donc, vous êtes dans la qualité. Et donc, Batifol, c'était ça. Malheureusement, il est arrivé à la crise de la vache folle aussi, qui a un petit peu eu raison de la sortie au restaurant à cette époque-là. Une crise des années 90. Donc, Batifol a été vendu ensuite à Buffalo Grill. Les emplacements ont été vendus à Buffalo Grill, si je ne me trompe pas. Et donc, ça a été la fin de cette aventure du bistrot français, de la chaîne du bistrot français. Mais ça a été quelque chose... moi, on m'en parle encore. Évidemment, je n'ai pas connu. Mais de ce que je trouve dans les reportages télévisés de l'INA, etc., ou même des gens, ils disent « Ah oui, Batifol, oui, j'y allais, oui, on y allait. On allait à Batifol. » Bon. Alors, pour terminer notre entretien, ou presque terminer notre entretien, une question sur les rapports entre les Aveyronnais de l'Aveyron et les Aveyronnais de Paris. Est-ce que on a affaire à
quelque chose d'assez paisible, d'assez harmonieux, ou est-ce qu'il y a des conflits, et si oui, sur quoi est-ce qu'ils portent? Alors moi, en tant que jeune Aveyronnais, je vous ferai, sûrement, cette réponse, personnelle. Hem, Ce travail de thèse, il m'a intéressé à partir du moment où je suis parti de l'Aveyron, où j'ai quitté l'Aveyron. J'ai quitté l'Aveyron pour aller en Espagne, faire un séjour Erasmus, et je me suis demandé quand même, d'où est-ce que je venais, quoi. Donc j'ai fait des recherches pour mieux comprendre, ce territoire, dans lequel je me suis énormément amusé. L'Aveyron, ça marque, hein, c'est une évidence, la transhumance, Espalion, le Vieux Palais, le Foirail, le Lot, la montagne, on s'amuse. Et donc, j'ai au moment de faire, cette enquête de terrain, cette thèse, j'étais parisien. La ville, me convenait, mais fort heureusement, l'enquête était, ancrée sur Paris et l'Aveyron. Donc j'ai passé énormément de temps en Aveyron, qui m'a permis de maintenir les liens avec mes camarades. Autrement, sans ça, une fois qu'on est parti, on est parti, quoi. C'est compliqué. Et je pense que c'est ce qui fait que tous ces gens ont gardé, essayé de maintenir les maisons secondaires, essayé de maintenir, les séjours, en Aveyron. Même ceux qui n'ont plus gardé de pied-à-terre, y viennent, souhaitent montrer ça à leurs petits-enfants, parce que, ça a marqué. On parlait tout à l'heure du train des petits Rouergue, de la mise en nourrice. Je pense que tout ça, même 1 ou 2 générations après, ça a marqué. L'Aveyron, ça marque. Et moi aujourd'hui, même si j'y vais, moins, je sais exactement, où mes affinités sont placées, où mes villages, sont, où est-ce que je peux m'arrêter pour, qu'on m'offre un café, c'est, donc ce rapport, il est là, il est toujours un peu en tension, parce que c'est un rapport urbain-rural, hein, évidemment, hein. Vous-même, vous avez fait, je crois, un documentaire qui présentait une jeunesse en Aveyron, qui présentait ces questions-là, mais ça relève aussi de l'intime. Qu'est-ce que le territoire a fait de nous, et réciproquement, qu'est-ce qu'on va en faire pour notre avenir, pour chaque décennie qui passe. On n'en fera pas la même chose à la vingtaine qu'à la trentaine, qu'à la soixantaine, c'est évident. Mais, mais oui, ça. Et même si c'est loin, que le train est laborieux, ouais, ça nous a marqué. Ça marque. Sophia Mouchfira, qu'est-ce qui va arriver à votre thèse? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, ce travail de thèse, actuellement, je continue à travailler, faire les ouvertures dans un café, à Paris, donc ça prend un petit peu de temps d'être, garçon de café. Mais elle va être, réécrite, synthétisée, pour pouvoir présenter, au plus grand nombre, les résultats de ce travail de recherche, qui est attendu, de le faire circuler, de le mettre à la discussion, de continuer sûrement la collecte d'archives, les sauvegarder. Mais l'ensemble des documents, que ce soit les documents papier ou les documents vidéo ou les documents photographiques, est-ce qu'il y a des chances que, sans doute avec l'aide de la puissance publique, ce soit publié, accessible? Oui, 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 je vais travailler en ce sens. Alors, j'ai un carnet de terrain, un carnet d'enquête de terrain, sur les réseaux sociaux, à travers un personnage que j'ai créé qui s'appelle le bougna-losophe. Donc un bougna philosophe, un bougna en charge de la bougna-losophie, qui est une science, en devenir. Mais l'iconographie, les sources, oui, oui, seront, accessibles. Je vais m'y efforcer, puisque c'est sur cette base-là qu'on pourra discuter et prolonger ces travaux. Un de mes rêves, ce serait que les étudiants en histoire, les étudiantes en histoire, creusent aussi, ce sujet, creusent, cette entreprise qui est le café parisien, creusent, cette migration, la migration aveyronnaise, creusent, ces rapports de famille, de collectif, de village, qui est formidable. Eh bien, en attendant donc que votre thèse puisse être développée d'une autre manière, le bougna-losophe, sur quel réseau social? Sur Instagram, principalement. Sur Instagram. Merci beaucoup. Merci Philippe.